Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La presse burkinabé célèbre ce 20 octobre la journée nationale de la liberté de la presse. Cette 17e édition est commémorée autour du rôle des médias dans les changements sociopolitiques. Notre invité est le professeur Serge Théophile Balima, journaliste, expert en communication, enseignant à l'université de Ouagadougou et directeur de l'IPERMIC. Avec lui, nous discuterons des questions relatives à la liberté de la presse et aux conditions d'exercice du journalisme au Burkina Faso. Les liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et les restes du monde se renforcent. 9 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président du Faso. Qui sont les nouveaux diplomates et quel pays représente-t-il? La réponse dans cette édition. Et puis Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain, est libre. Condamné pour homicide involontaire, il a été libéré par la justice. Une décision prévue par les lois sud-africaines, mais qui divise les citoyens de la nation arc-en-ciel. Chaque 20 octobre, les hommes de médias burkinabés marquent une halte pour réfléchir sur la liberté de la presse au Faso. À l'occasion de cette 17e journée nationale de la liberté de la presse, le Centre national de presse Norbert Zongo a organisé une conférence sur le rôle des médias dans les changements sociopolitiques. Le point avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Des journalistes réunis pour célébrer la journée nationale de la liberté de la presse. Pour les organisateurs, cette journée se veut le prolongement du Festival international de la liberté d'expression et de la presse, interrompu suite au coup d'État manqué du 16 septembre dernier. À cette 17e journée consacrée aux hommes et aux femmes de médias, un panel a été organisé pour échanger sur la question de la professionnalisation des organes de presse, ainsi que sur l'impact des médias sur la vie sociopolitique. Et le troisième déclic, c'est ce sentiment de crainte pour une fois que les politiques et les acteurs qui gouvernaient avaient commencé à voir de la presse, parce que chacun craignait effectivement d'être mis sur la place publique par rapport à un certain nombre de faits. Mais avant, le rôle de la presse dans les changements politiques de 1991 à nos jours a fait l'objet d'un exposé. Ce rôle est encore plus important, plus prégnant dans notre vie quotidienne aujourd'hui, du fait même du surgissement de nouveaux paradigmes qui sont à la fois cause et conséquence de nouveaux enjeux, de nouvelles exigences, de nouveaux moyens d'information. À l'issue de ces 48 heures consacrées à la liberté de la presse, le prix Norbert Zongo du meilleur journaliste d'investigation d'Afrique sera décerné. La liberté de la presse a été mise à mal lors du putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Des éléments de ce régiment ont fait des descentes musclées dans certaines rédactions des médias, une violation de la liberté de la presse qui a indigné les victimes et l'opinion nationale. Retour sur ces événements avec Konsoum Koulibaly et Maxime Zongo. Bâtiments incendiés, matériel roulant saccagé et brûlé, émetteurs hors d'usage, voilà entre autres le triste bilan de la descente musclée des militaires du RSP pendant les premiers jours de la tentative du coup d'État du 16 septembre dernier. Unique objectif, réduire au silence les médias. Ils savent que Radio Omega, en donnant les informations, nous allons creuser davantage. On a des sources par lesquelles nous allons creuser davantage pour savoir réellement quelles sont les intentions et communiquer. Et s'il y a des manifestations, parce que nous avons déjà commencé à relayer les différentes manifestations qui avaient déjà commencé sur la place publique, nous nous sommes dit que certainement c'était pour limiter cela, parce que s'il y a de la manifestation et que c'est retransmis, peut-être que ça allait galvaniser davantage les gens à sortir pour dire non au coup de force. C'est dans cette période-là que nous avons vécu notre plus grande douleur, c'est-à-dire la confiscation de tout le matériel d'émission, de diffusion, de montage de Savane FM. Et c'est en ce moment-là que toutes nos activités ont été totalement paralysées. Les confrères, toujours sous le choc, s'interrogent encore sur le comportement inqualifiable des militaires, eux qui ne cherchent
qu'à faire leur travail, rien que leur métier, informer l'opinion publique. Moi, c'est comme tous les autres camarades du métier. J'ai été frustré, j'étais un peu la mort dans l'âme, je voulais, mais c'était une incapacité de faire ce qu'on veut, de faire notre métier. Conscients de leur devoir et déterminés à jouer à fond leur partition, les journalistes ont malgré tout continué à relayer l'information. Par des acrobaties, ils sont parvenus à assurer la relève dans la plupart des cas par d'autres moyens de communication grâce à la gamme très variée que nous offre si heureusement aujourd'hui la technologie. Et notre invité de ce journal est le professeur Serge Théophile Balima, journaliste, expert en communication, enseignant à l'université de Ouagadougou et directeur de l'IPERMIC. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, vous venez donc de suivre ce reportage avec nous. Comment avez-vous vécu donc cette tentative des putschistes donc de museler la presse nationale? Oh là là, ce fut une véritable catastrophe. C'est un recul non seulement des libertés, mais aussi c'est un recul de la conception même du pouvoir d'État. Je crois que nous entrons dans un siècle où la démocratie doit nécessairement gagner du terrain et nous devons cesser de donner au monde le spectacle désolant des gens qui cherchent à accaparer le pouvoir à des fins personnelles. Ce fut vraiment un recul qui a choqué et indigné non seulement la communauté nationale, mais aussi tous les acteurs internationaux. D'accord. Alors ce soir, si on vous demandait de faire un état des lieux sur la liberté de presse au Burkina Faso? Je pense que la liberté de la presse a beaucoup évolué assez positivement dans notre pays parce qu'il fut des périodes moins heureuses, mais de plus en plus aujourd'hui, je crois que l'éveil des citoyens, la montée aussi de la scolarisation et la prise de conscience, en particulier dans les centres urbains et de plus en plus dans les centres plus ou moins reculés, on voit que les journalistes peuvent s'asseoir sur une opinion publique nationale. Les journalistes peuvent réellement s'adosser sur les organisations de la société civile et qui sont en quelque sorte les ressorts pour l'exercice d'un journalisme de qualité. Et je crois qu'il y a toujours des forces négatives qui agissent sur l'exercice de ce métier, notamment une certaine conception du pouvoir d'État. Évidemment, certains acteurs politiques ne comprennent pas que le journaliste n'est pas un communicateur, ce n'est pas un accompagnateur, ce n'est pas un faiseur d'images, c'est quelqu'un qui est là pour la manifestation de la vérité. C'est comme une sorte d'auxiliaire de justice, mais sans être évidemment compétent comme les juges en la matière, mais il a aussi sa façon de regarder, de veiller à ce que la vérité progresse à travers une information juste et exacte. Justement, le CNT a voté récemment donc des lois sur la presse nationale. Ces textes mettent fin aux peines privatives de liberté mais consacrent une augmentation des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 1 à 5 millions de francs CFA. Il y a une polémique autour donc de ces lois. Le gouvernement et le CNT y voient une avancée, mais certaines associations de journalistes pensent que c'est une mise à mort donc de certains organes de presse qui seront condamnés à payer de fortes sommes d'argent. Bon, je crois qu'en la matière, il faut comprendre les deux parties, parce que lorsque vous accédez à la dépénalisation, il faut qu'il y ait une contrepartie. Alors cette contrepartie, évidemment, c'est les peines pécuniaires. Bon, on peut les juger plus ou moins élevées selon les cas, mais je pense que ça se négocie. Mais il faut aussi que les journalistes comprennent qu'on ne peut pas non plus leur dire vous accédez à la dépénalisation et en même temps vous n'avez qu'à payer des peines tout à fait dérisoires. Non, là aussi je crois qu'il faut qu'on soit assez responsable pour accepter de trouver un compromis raisonnable. Il ne faut pas non plus que les sanctions viennent à tuer la presse naissante en particulier. Il faut trouver un compromis raisonnable, mais accepter qu'une faute être punie d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors il y a certains analystes qui pensent que l'avènement de la transition donc a donné une certaine forme de liberté
aux médias, notamment les médias publics. Est-ce que vous partagez donc cette analyse? Tout à fait, parce que la transition d'abord a adopté des textes qui sont des textes globalement progressistes dans leur ensemble, ce qui est un acquis qu'il faut saluer. Et deuxièmement, les journalistes du service public ont montré qu'on peut être du service public et ne pas être forcément des godillots. Ils ont montré qu'on peut avoir de la personnalité, avoir du caractère et savoir aussi composer avec l'intérêt général et non pas l'intérêt clanique. Et ce triomphe-là me semble être un acquis historique qu'il faut non seulement saluer, mais il faut travailler à préserver ce type d'acquis. Justement, est-ce que le statut actuel donc, des médias publics leur permet véritablement de faire leur travail en toute sérénité? Bon, on peut améliorer le statut. Par exemple, lorsqu'on dit que le directeur de publication, par exemple, de l'organe d'information publique comme citoyen, le directeur de publication est le ministre de tutelle, bon, il va sans dire que c'est un facteur limitant. Mais au-delà de ces considérations de forme, il faut que les travailleurs, les fonctionnaires, puisqu'il faut les appeler ainsi, qui sont journalistes, travaillent en solidarité, en symbiose, pour défendre une plateforme. Par exemple, développer une charte rédactionnelle pour le service public. Et ça, c'est possible si les journalistes ne confondent pas l'exercice professionnel avec les ambitions personnelles, etc. Vous savez qu'à l'heure actuelle, certains journalistes dans la nature se sont trouvés déjà des tuteurs politiques pour chercher à revenir, pour travailler dans le sens d'une communication clanique. Je pense qu'il faut barrer la route à ce genre de conception parce que le service public, c'est l'intérêt général. Le service public, c'est toutes les opinions respectables que l'on peut trouver dans un pays. Il faut les diffuser, les faire savoir et les citoyens, en toute souveraineté et en toute autonomie, vont décider le moment venu de sanctionner les bons dirigeants, enfin les mauvais dirigeants et de soutenir les bons dirigeants. D'accord, on va progresser dans cette édition avec notre reportage sur la presse. Elle avait été donc présentée comme l'une des avancées majeures dans le domaine de la presse, signée depuis 2009. La convention collective des journalistes professionnels et assimilés n'est jusqu'à présent pas mise en œuvre dans les médias privés et son application devrait pourtant permettre de résoudre un certain nombre de difficultés que rencontrent les organes de presse. Ibrahim Sombier et Draman Dadia. Collecter, traiter, publier ou diffuser l'information. Voici le quotidien des hommes de médias. Un travail qui se fait parfois dans des conditions difficiles. Les gens travaillent, les gens se donnent à fond, mais les conditions de vie du journaliste ne sont pas améliorées du tout. Malheureusement, ça se ressent et c'est ça aussi qui laisse libre cours parfois aussi à des dérives qu'on constate ça et là par rapport aux questions d'éthique et de déontologie. Pour changer la donne, la convention collective des journalistes professionnels et assimilés a été signée le 6 janvier 2009. Un texte censé apporter plus d'oxygène aux journalistes de la centaine d'entreprises de presse privées au Burkina. Mais dans son application, plus de 6 ans après, le bilan reste mitigé. Et si on peut féliciter certains organes qui appliquent plus ou moins les termes de cette convention collective, il faut dire que dans la majorité, les travailleurs des médias privés surtout, ne sont pas du tout pris en compte par ce texte. Vous savez que les journaux n'ont pas les organes n'ont pas le même niveau, n'est-ce pas, d'organisation, n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, en fonction justement de l'organe, il est important pour les journalistes de s'asseoir sur une même table avec les responsables de l'organe, de discuter et de voir ce qui peut être effectivement appliqué immédiatement. Avant même sa mise en œuvre effective, certaines dispositions de cette convention sont remises en cause. Cette convention collective, malheureusement aujourd'hui, elle est dépassée et elle nécessite en tout cas un travail. Quand je dis ça, par exemple, nous, ici, on travaille en mode JRI, ce qu'on appelle journaliste reporter d'image. Ça, c'est pas, par exemple, pris en compte dans la convention collective. Donc, il y a une relecture à faire pour pouvoir prendre en compte cette évolution du métier. Il y a des insuffisances. Comme par exemple les congés, les repos là, les jours fériés et autres. Nous, comment voulez-vous qu'un journaliste ait un jour férié? Car le journaliste a pour mission de satisfaire tous les jours le droit à l'information des citoyens. Si les patrons de presse attendent les facilités promises par le gouvernement, les journalistes professionnels et assimilés, eux,
ne demandent que de meilleures conditions de vie et de travail. Alors, professeur, selon vous, qu'est-ce qui empêche l'application de cette convention collective? Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui empêchent son application intégrale. Je me rappelle avoir participé à des débats pour la mise en œuvre de cette convention collective et à l'époque, j'étais déjà assez réservé sur la capacité de nos organes de presse à pouvoir appliquer ce genre de dispositions. Mais il faut qu'on y aille, de toute façon, tôt ou tard, parce que le journalisme est un métier spécifique qui nécessite protection par la loi, mais protection aussi par l'opinion publique, par les citoyens, parce que le journaliste, c'est le porte-voix des citoyens, de ceux qui ne sont pas forcément au pouvoir et qui aussi ont le droit de participer au processus de développement. Donc, il faut lui garantir sa sécurité, mais lui garantir aussi son bien-être socio-économique. Parce que s'il n'a pas une viabilité économique, il s'expose aussi à toute forme de faiblesse, à toute forme de dérive, de récupération, voire de manipulation. Ça, c'est un souci majeur. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les différents médias, comme le disait tout à l'heure le directeur de publication de l'événement, tous les organes, tous les médias ne sont pas au même niveau. Certains ont un caractère encore très informel. Certains fonctionnent de manière artisanale. Évidemment, dans ces conditions, les dispositions contenues dans la convention collective sont nettement au-dessus des capacités de ces organes de presse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il revoir les conditions de création des entreprises de presse? Là aussi, si vous touchez à cette disposition, si vous créez des conditions d'ouverture, vous posez encore un autre problème. C'est-à-dire que vous limitez l'accès à la liberté de création. Donc il y a un problème qui est posé, c'est qu'il faut, à mon avis, il faut encore un état général ou des états généraux sur la question avec les promoteurs et avec les journalistes pour trouver un modus vivendi. Justement. Alors, ce problème ne concerne pas seulement les organes de presse privés. Des voix s'élèvent de plus en plus dans les médias publics pour réclamer un statut particulier qui permettra donc aux journalistes d'être à l'abri du besoin, j'allais dire. Mais les pouvoirs publics, jusqu'à présent, alors, sont restés réticents face à cette question. Alors, selon vous, la presse publique ne mérite-t-elle pas donc ce statut particulier? Non, elle le mérite de par sa mission qui est déjà spécifique, parce que voici des gens, des corps de métier qui exercent un pouvoir sans être forcément élus et sans même être forcément nommés par qui que ce soit. Donc c'est quand même un pouvoir spécifique, hein. C'est un pouvoir de contrôle, un pouvoir de veille. Je pense que c'est un pouvoir spécifique. Donc il faut absolument protéger l'exercice de cette profession. Mais je pense que tout commence avec les journalistes eux-mêmes. Il faudrait qu'eux-mêmes, ils s'entendent sur les normes professionnelles d'exercer ce métier dans le service public. Il se trouve que, malheureusement, dans le service public, le premier danger, c'est la récupération de certains journalistes par les tenants du pouvoir. Chacun veut avoir son journaliste comme s'il veut avoir son attaché de presse. Évidemment, dans ces conditions, vous ne pourrez pas trouver une plateforme commune pour revendiquer professionnellement on va dire, des règles et des conditions strictes d'exercice de ce métier. Si les journalistes du service public s'entendent sur une plateforme, sur une charte rédactionnelle dans le service public, à partir de ce moment-là, en allant à l'unisson, je crois qu'ils ont le pouvoir pour exercer suffisamment d'influence auprès de l'État et obtenir ce qui peut être leur accordé de façon respectable. D'accord. Alors, un mot pour finir sur le professionnalisme de façon générale dans les médias, privés comme publics. Bon, le professionnalisme aussi est en marche. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de journalistes dont le niveau intellectuel est de plus en plus élevé. Beaucoup ont bénéficié de formation. Et je crois qu'il y a là une masse critique de ressources humaines qui permettent d'aller vers plus de qualité. Mais le seul problème, c'est l'insuffisance de rigueur dans la sélection, dans le traitement de l'information. Là aussi, il y a comme un laxisme qui est déplorable, parce que les journalistes souvent arrivent dans le métier, ils ne veulent pas se laisser encadrer, ils ne veulent pas se laisser corriger, et le fait d'avoir rapidement son nom au bas d'un article publié dans les journaux, ou d'avoir sa voix qui est entendue à travers les contrées
de ce pays, chacun considère qu'il est devenu une grande dame, il est devenu un grand monsieur, alors qu'en réalité c'est un métier dans lequel tous les jours on doit aller à l'école, tous les jours on doit apprendre, tous les jours on doit être humble, tous les jours on doit chercher à s'améliorer. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que nous recevions donc le professeur Serge Théophile Balima, journaliste expert en communication, enseignant à l'université de Ouagadougou et directeur de l'IPERMIC à l'occasion donc de la 17e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. La suite du journal, les députés du Conseil national de la transition ont voté ce matin la loi portant prorogation du mandat de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Le CNT a également voté une loi portant liberté d'association. Le point avec Lassina Ouattara et Eleonore Ouedraogo. Les membres dirigeants d'une association ne peuvent être membres dirigeants de partis politiques. C'est le 7e article de la nouvelle loi portant liberté d'association, adoptée à l'unanimité des 93 votants des députés du Conseil national de la transition. Une innovation dans cette nouvelle loi à laquelle pourraient s'ajouter plusieurs autres dans le but de réorganiser le fonctionnement des structures associatives. La loi fixe un délai pour la délivrance des récépissés. Et la loi institue aussi une base de données sur les associations, ce qui va permettre une meilleure gestion de ces associations-là. Et cette loi donne la possibilité aux associations burkinabées d'avoir la qualité d'ONG. La loi ne prévoyait pas, par exemple, la possibilité pour l'administration de faire la médiation en cas de conflit dans les associations. L'ancienne loi ne prévoyait pas les possibilités d'enquête de moralité en cas de nécessité. Autre loi adoptée ce jour à l'unanimité, celle portant prorogation du mandat de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Il s'agit en effet d'une régularisation des activités de la Commission. La Commission de la réconciliation nationale et des réformes a déjà rendu son travail depuis plusieurs semaines. La Commission même s'était aperçue que le temps n'était pas suffisant pour que fin juillet, comme il était prévu, il puisse boucler tous les rapports et surtout les projets de réforme avec les textes de loi qui accompagnaient ces réformes. Donc c'était un travail de finition qui demandait du temps. Alors ils ont eu tout le mois d'août pour faire leur travail, ce qui était suffisant. Avant d'être promulguée, la loi portant prorogation de la Commission devra d'abord être validée par le Conseil constitutionnel. 9 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso ont présenté ce matin leur lettre de créance au président du Faso. Ils ont pour mission de faciliter les relations qu'entretiennent leurs pays respectifs avec le nôtre. La présentation de ces nouveaux diplomates avec Salif Belem et Draman Guédé. Accueilli par la fanfare de la gendarmerie nationale, Monseigneur Pierre Giorgio Bertoli est le premier diplomate à présenter sa lettre de créance au président du Faso. Docteur en droit canonique, il est le nouvel ambassadeur du Vatican au Burkina Faso. Il a déjà occupé le même poste dans 7 pays différents. À sa suite, Michel Kafando a accrédité Korkut Tufan, ambassadeur de la Turquie au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le diplomate Toufan est juriste et diplomate de carrière depuis 1992. Jean Lamy est le 3e diplomate reçu par le président du Faso. Il est le nouveau chef de la délégation de l'Union européenne avec résidence à Ouagadougou. Le Français a entamé sa carrière diplomatique en 1983 en tant que spécialiste des questions de coopération pour le développement. Après Jean Lamy, c'est le tour de Vincent Le Pape d'être reconnu par le président du Faso pour diriger la mission diplomatique du Canada au Burkina Faso. Économiste de formation, le pape était chargé d'affaires à l'ambassade du Canada en Haïti. S'en est suivi l'accréditation du nouvel ambassadeur du Mali au Burkina Faso. Amadou Soulalié réside à Ouagadougou et est littéraire de formation. La diplomate autrichienne Caroline Goodnuss a aussi présenté sa lettre de créance à Michel Kafando, juriste de formation et diplomate depuis 1985. Goodnuss a sa résidence à Dakar, au Sénégal. Résident à Tripoli, en Libye, l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan
Le lieutenant général Javed Zia est reconnu au Burkina Faso. À 61 ans, le général est à la retraite depuis octobre 2011. Michel Kafando a reconnu Pham Trong Duong comme ambassadeur du Vietnam au Burkina avec résidence à Rabat au Maroc. Il est juriste et ambassadeur depuis 2013. C'est Claudia Cointreau qui est la dernière diplomate reçue par le président du Faso. Elle est ambassadrice de la Colombie au Burkina Faso avec résidence à Accra au Ghana. Journaliste de profession, cette diplomate s'est beaucoup plus investie dans la culture. Le nouveau ministre délégué à la sécurité, Alain Jean-Claude Zagré, a été officiellement installé aujourd'hui. La sécurisation des élections et la réorganisation du système sécuritaire sont les priorités du nouveau ministre. Le point avec Roger Kam et Tanga Kafando. Je vous déclare solennellement installé dans les fonctions de ministre délégué à la sécurité auprès du président de la transition, président du Faso. Nommé le 15 octobre dernier en conseil de ministres, Alain Jean-Claude Zagré remplace Sidi Paré, identifié comme un des acteurs du putsch manqué du 16 septembre dernier. Le nouveau ministre accueille cette nomination comme une marque de confiance, mais également comme un appel du devoir. Alain Jean-Claude Zagré prend ce poste dans un contexte sécuritaire très particulier et le défi premier, c'est essentiellement le cœur, j'allais dire, de ma fonction, qui est l'absolue sécurisation du processus électoral pour le temps qui est encore imparti à la transition. Il est hyper essentiel pour nous que la sécurité du pays, que la sécurisation des élections à venir soit absolue, afin que le peuple burkinabé puisse aller choisir librement ce qu'il aura choisi pour gérer sa destinée pour les 5 années à venir. La réorganisation du système de sécurité, la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme sont également des priorités de l'heure, des défis que le nouveau ministre compte relever avec l'ensemble des Burkinabés. Officier supérieur à la retraite, Alain Jean-Claude Zagré était jusque-là le directeur du cabinet du président du Faso. L'ONG WaterAid et ses partenaires ont commandité une étude sur la situation en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. L'objectif de cette étude est de mettre à disposition des pouvoirs publics et des ONG des données récentes pour mieux orienter les interventions. Les résultats de l'étude ont été présentés ce matin. Le point avec Gérard Sommet et Abdul Rasmane Zongo. Initiée depuis juin 2014, l'étude sur la situation en eau, hygiène et assainissement dans les quartiers périphériques non lotis de Ouagadougou vient de s'achever. À présent, il est question de procéder à la restitution des résultats. Cette étude-là montre que les populations par elles-mêmes ont réalisé de la latrine dont on peut discuter la qualité. Mais la majorité, à plus de 90%, les ménages ont accès à des latrines, même si elles sont sommaires. Donc, cette information doit nous permettre, par exemple, doit permettre à l'ONEA, doit permettre à la mairie de dire les gens ont déjà donné l'élan. Maintenant, il faut venir les accompagner pour qu'ils puissent améliorer la qualité de ce qu'eux, ils ont déjà réalisé comme ouvrage. L'autre aspect de l'étude que nous avons découvert, lorsque les gens ont une latrine, les gens ne pratiquent plus la ratification à l'air libre. Il n'en est rien. En réalité, on peut avoir une latrine chez soi, mais pour des circonstances bien précises, on peut être amené à ne pas utiliser cette latrine. La commune de Ouagadougou, WaterAid, l'Union européenne, Eau Vive, dans une dynamique partenariale, ont conduit cette étude dont l'exploitation des résultats devrait permettre une meilleure réorientation et consolidation des services sociaux de base dans les 10 quartiers. Les producteurs des pays membres de la CEDEAO pourront désormais acheter des semences à travers la plateforme électronique sur les semences. Cette plateforme a été officiellement lancée ce matin à Ouagadougou par le Conseil Ouest et Centre-Africain pour la recherche et le développement. Jean Zongo et Moumouni Soubega. Avec 17 États membres, les espaces CEDEAO, UEMOA et CIRS renferment de nombreuses potentialités en matière de semences.
Les acteurs entendent désormais partager ces potentialités et c'est le sens du lancement de la première plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest dont le code d'accès est www.wasis.net. Une initiative du CORAF, le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole. C'est comment faire en sorte que l'information, aussi bien technique que commerciale, et l'information fiable soit accessible à l'ensemble des acteurs de la semence. La plateforme est gratuite. N'importe quel producteur, pourvu qu'il soit officiellement reconnu par son État, pour le cas du Burkina Faso, qu'il soit enregistré au niveau des autorités du ministère de l'Agriculture, il pourra avoir accès au système. Il est question d'améliorer la productivité, la compétitivité et les marchés des produits agricoles dans la sous-région. Une opportunité que les acteurs du domaine du Burkina comptent saisir. Il y a de la demande qui se trouve dans les autres pays par moment et on n'est pas informé de cette demande-là. Mais avec cet outil, c'est sûr qu'on aura l'information et on pourra aller vendre ailleurs. L'utilisation des semences améliorées est très faible, de l'ordre de 12%. Donc, il y a nécessité de travailler donc, à accroître le taux d'utilisation de ces semences. À travers cet outil, CORAF et ses partenaires veulent ainsi développer la production agricole et assurer la sécurité alimentaire au sein des États membres. Les délestages de ces derniers jours à Fada ont occasionné d'énormes pertes chez les commerçants de produits frais. La ville a été privée d'électricité très tôt dimanche dans la matinée. La cause, une panne sur le réseau de la Sonabel. Le constat avec Aimé Douamba et Lambert Soma. Depuis ce 18 octobre, aux premières heures de la matinée, la ville de Fadangourma est privée d'électricité. La cause, la rupture d'un câble souterrain de la Sonabel a coupé là. Plus de 24 heures après, c'est la croix et la bannière pour les Fadalais. Le groupe du centre hospitalier régional est à la peine. Pour assurer la continuité de nos prestations, on a été obligé de démarrer le groupe électrogène qui consomme à peu près 50 litres heure et ce depuis hier à 5 heures du matin jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors donc c'est un coup dur. Un peu partout dans la ville, la situation est vécue difficilement par les populations. Chez cet agent commercial dans un supermarché, les dégâts sont là. Ça ne suit pas du tout. Depuis hier à 4 heures du matin, nos aliments qui se trouvaient au frigo, par exemple des yaourts, tous les pâtisseries sont gardées, donc nous on a liquidé ça. Donc maintenant, on ne sait pas le gros là, ça va venir quand. Donc on est dans l'attente toujours. Chez ce propriétaire de restaurant, c'est la même situation. Chaque dimanche, moi je tue un bœuf de 400, 500, 600 000. Quand on a fini de tuer, j'ai su que le courant est coupé un peu plus. Donc je suis allé demander un groupe électrogène pour venir et démarrer. Donc c'est ça qui est en train de faire là. Les instincteurs là, on est obligé de griller ça. Donc c'est la viande qui vous voyez qui est posée au congélateur là. Donc le problème, c'est vraiment, je ne peux pas expliquer. Ce gérant de poissonnerie dit avoir un peu plus de chance, mais il est inquiet. Dieu a fait, mon poisson était un peu congelé. Bon, pour le moment, ça va. Mais d'ici demain matin, là, si on n'a pas eu de courant seulement, en tout cas, ça ne sera pas bon. Le souhait de tous est que cette coupure d'électricité ne s'étale pas dans la durée. Les journaux de ce 20 octobre se sont principalement intéressés donc à l'élection couplée à venir. Le point avec Evelyne Dabiri. L'actualité politique qui est analysée dans vos quotidiens de ce 20 octobre est relative aux élections couplées du 29 novembre. L'observateur Palga informe que le Conseil constitutionnel confirme les candidatures. Et cela fait suite à une requête à eux adressée par le Premier ministre aux fins de confirmation de la validation des candidatures aux élections présidentielles et législatives de novembre 2015, précise Le Soir. Et après avoir reconnu que le Premier ministre a qualité pour le saisir et que les élections ont été reportées à cause d'un cas de force majeure, à savoir le coup d'État, explique Notre Temps, le Conseil constitutionnel a décidé le vendredi 16 octobre de confirmer la liste des candidats pour la présidentielle 2015. En rappel, poursuit ce confrère, l'institution avait validé les candidatures de 14 candidats le 10 septembre dernier. Toujours dans l'actualité politique, l'observateur Palga nous apprend que
Diendéré a été déchu de sa Légion d'honneur. Le soir précise que l'annonce a été faite par l'ambassadeur de France au Burkina, Gilles Thibault. Et l'observateur Palga de rappeler que c'est en mai 2008 que Gilbert Diendéré a été fait chevalier de la Légion d'honneur française par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. La Légion d'honneur est attribuée aux étrangers qui se sont distingués par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes que ce pays soutient. Une distinction fondée par Napoléon Bonaparte en 1802 explique aujourd'hui au Faso. Elle constitue la distinction nationale française la plus élevée. On s'arrête là pour cette édition. Je vous retrouve dans moins de 2 heures pour l'édition synthèse.